Gagner demain, c'est l'inspiration de cette plénière. Ensemble, nous avons gagné hier avec le nouveau Front populaire, alors que personne ne nous attendait. Alors certes, on nous a volé cette victoire, mais nous avons gagné. Et c'est ensemble que nous avons gagné. Et ce n'est qu'ensemble que nous pourrons gagner demain. Et c'est possible malgré le son de cloche persistant des médias Bolloré qui annoncent très régulièrement que le nouveau Front populaire est mort et enterré et que c'est le grand retour des gauches irréconciliables. Souvenez-vous, nous entendions déjà cette petite musique s'agissant de la NUPES et nous avons fait mentir tout le monde avec le nouveau Front populaire. Et ce soir, nous allons continuer de faire mentir tout le monde en accueillant pour cette plénière des représentantes et des représentants de tous les mouvements politiques fondateurs du nouveau Front populaire. Et nous leur avons posé cette question. Face aux reculs environnementaux orchestrés par le gouvernement Bayrou et face à l'impasse austéritaire promise aux Françaises et aux Français, comment organiser la riposte et préparer la victoire du camp progressiste? Pour y répondre, je vais inviter à la tribune notre premier orateur. Et c'est quelqu'un que nous connaissons bien, pour l'avoir beaucoup fréquenté. Et je dirais même qu'il manque à certains d'entre nous. J'espère que ce sentiment est réciproque. J'appelle à la tribune et je vous demande d'accueillir Thierry Brochot, délégué général de Place Publique. Pas 6 5. Tu vas avoir un chrono en face. T'as quelqu'un, la charmante jeune femme en noir. Voilà, indique le chrono. Tu me donnes un petit peu de rap? C'est bon? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc depuis ce soir, on sait que le 13e travail d'Hercule, c'est d'occuper une tribune après Marine Tondelier. Merci Marine. Donc j'ai cru reconnaître dans l'assistance un certain nombre de visages qui ne me sont pas inconnus, que je me réjouis de retrouver. Et j'espère qu'après ce soir, on aura l'occasion de prendre un verre pour se rappeler les bons souvenirs. Vous nous posez, à nous, les intervenants de cette tribune, une question vertigineuse qui est « gagner demain ». Ça donne le vertige à toutes celles et tous ceux qui sont, comme moi, partagés entre la sidération et l'effroi. Devant l'état du monde, devant, Marine en parlait, cet insidieux jeu de dominos qui tombe et s'entraîne les uns après les autres dans l'abîme de la démagogie, de la guerre, de la haine de l'autre, et nous entraîne vers la fin de la démocratie, vers la disparition des communs, et au bout du compte, l'effondrement du vivant. On a parlé de la Hongrie, de l'Italie, l'Argentine, les États-Unis, tous ceux que j'oublie. Ce qui est inscrit dans un futur, hélas, probable plus que possible, c'est l'extrême droite en France, aux manettes, au pouvoir. C'est pourquoi, pour nous, moi je parle au nom de Place Publique, la mère de toutes les batailles, sans la moindre hésitation, c'est de barrer la route à l'extrême droite, c'est conjurer ce qui apparaît aujourd'hui inéluctable. C'est garder la France dans le camp des démocraties. C'est un acte de résistance. C'est le devoir ultime et impérieux de toutes les personnes de bonne volonté, tout simplement. De toutes celles et ceux qui ne se résignent pas, qui refusent cette espèce de « on a tout essayé sauf ça » qu'on entend parfois. À cela, répétons-leur comme un mantra ce qui est cet oracle d'Albert Camus. Quand une démocratie est malade, les fascistes viennent à son chevet, mais ce n'est pas pour prendre de ses nouvelles. Si on est d'accord sur ce point, ne pas nous tromper de combat et ne pas rester le nez collé à la copie de nos narcissismes respectifs, alors moi j'ai le sentiment que par rapport à la commande de la plénière « Gagner demain », on aura fait un bout du chemin. Pour autant, est-ce qu'il existe
une ligne de crête étroite qui nous permette d'aller au-delà de cet objectif d'empiler élection après élection les sacs de sable contre la montée des eaux brunes. Alors pour ça, pour commencer, il ne faut pas s'illusionner sur l'état des lieux. La gauche et les écologistes, depuis une bonne douzaine d'années, c'est bon an, mal an, entre 28 et 30% des suffrages. Alors moi, j'entends tous ceux qui disent on va aller rechercher les ouvriers, les employés, maintenant même les cadres, les chômeurs, les retraités, qui ont basculé de l'autre côté. Il ne faut pas que ça soit un vœu pieux, il faut que ça soit l'objet d'une méthode, que ça ait du sens et que ça ne soit pas un petit peu incantatoire, comme on a le sentiment que ça l'a été, parce que le fait est qu'à défaut de méthode structurée, la preuve est faite, ça ne marche pas. On est toujours à 28%, alors qu'on va tous aller les rechercher à chaque fois, etc. etc. S'il y a une parole singulière que j'avais envie de partager avec vous, c'est l'exigence de la clarté, dire ce qu'on va faire et l'inscrire dans le réel, l'inscrire dans le possible. Ne pas construire de château en Espagne, ne pas demain raser gratis. Pour ça, ça veut dire faire un pari important, mais qui nous engage tous, qui nous oblige tous, c'est le pari de l'intelligence de nos concitoyens. Dernier point, j'ai que 5 minutes, je vais abréger. Mais je ne peux pas ne pas parler de l'union, puisque la question est là. Ben, je vais vous le dire, sous vos sifflets unanimes, l'union n'est pas en soi une force propulsive. Elle ne devient, dès lors qu'on a un sens, dès lors qu'on a un projet commun, dès lors qu'on l'a fait partager avec tout le monde et qu'on arrête, Marine, tu avais raison, de nous parler ensemble, de parler à nos militants, de parler entre partis. Parce que si, pour moi, il y a quelque chose d'ultime dans la démocratie, et j'en finis là, Samia, tu n'as même pas encore levé le panneau. Si, mais tu ne vas pas regarder. Il fait exprès. S'il y a une seule règle dans les démocraties qui les singularise, c'est qu'à la fin de l'histoire, ce sont toujours les électeurs qui ont raison. À nous de les convaincre, plutôt que de les critiquer, plutôt que de prétendre qu'ils n'ont rien compris. S'ils n'ont rien compris, s'ils ont voté ailleurs, c'est parce qu'on leur a mal expliqué. Gagner demain, c'est à ce prix-là pour ce qui nous concerne. Merci, je ne vous embête pas plus. Merci beaucoup. Oui, c'est bon, ça fonctionne. Merci beaucoup Thierry, non seulement d'avoir presque tenu le timing imposé, qui n'est pas simple, on peut considérer qu'il l'a presque tenu, et j'entends surtout que l'ouverture de ces potentielles discussions, en tout cas moi c'est ce que je retiendrai de ton intervention Thierry, discutons, avançons, échangeons et construisons. La deuxième intervenante de cette plénière est députée du Val-de-Marne et elle est ce soir, donc elle fait partie du pôle écologie et sociale à l'Assemblée nationale, nous la connaissons bien, et elle vient aussi ce soir en qualité de représentante de François Ruffin. Je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements Sophie Tallier-Polian. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là à l'invitation de Marine et de tous les écologistes et du bureau politique. Merci beaucoup d'organiser ces moments toujours très riches, très instructifs, avec beaucoup de débats, et évidemment de discussions politiques sur la situation, la question gagner demain. Je pense que déjà, on doit se poser la question de ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé cet été. Ce qui s'est passé cet été, c'est ce qui s'est passé régulièrement dans notre pays.
L'histoire, elle avance. On ne sait jamais par où elle va passer. On ne sait jamais qui va en être le moteur. On ne sait jamais comment les choses vont avancer. Mais elle peut avancer et pour le meilleur quand il y a des initiatives. J'ai fait tomber ma boucle d'oreille. Des initiatives d'anonymes. Et c'est ça que je voulais dire aujourd'hui, c'est que dans notre pays, il y a tellement de citoyens et de citoyennes qui se mobilisent ici, là, sur toutes les questions qui nous animent. Et c'est ce qui a marqué cet été. Nous, on a tenu le fort parlementaire avec les collègues des différents groupes de gauche et écolo. Et un petit clin d'œil à Benoît Biteau, je ne l'ai pas vu là, mais qui a quand même mené la bataille contre la loi du plomb avec tellement de ferveur, tellement d'intensité. Alors on a fait ce travail-là. Mais qu'est-ce qui a inversé la tendance sur la loi du plomb? C'est le cri de Flore Breteau, premièrement, qui nous a tous saisis au cœur. Et bien sûr, c'est la pétition d'Éléonore Patry. 2 100 000 et des brouettes. Je suis allée regarder hier sur le site de l'Assemblée nationale à combien on en était. 2 162 424. Et figurez-vous que dans le même temps est apparue sur ma page d'un moteur de recherche dont je ne citerai pas le nom, une autre pétition en faveur de la loi du plomb. Vous savez combien elle a recueilli de signatures 242. Voilà, donc je pense qu'au niveau rapport de force, on sait où il faut aller. Il faut suivre ce que dit le peuple de France. Nous devons être protégés contre les lobbies, contre les pesticides qui attaquent la santé de tant et tant de gens à travers notre pays, et principalement les agriculteurs et agricultrices, et principalement aussi les personnes qui vivent en campagne. Donc, gagner demain, c'est évidemment en se saisissant, en rebondissant sur ces initiatives populaires, sur ces initiatives citoyennes. Et parlons du 10 septembre. Ce qui se passe aujourd'hui, en ville, en campagne, on voit des affiches collées sauvages un peu sur les murs, on voit les réseaux sociaux qui bouillonnent, on voit les gens qui discutent au coin de la rue de cette histoire du 10 septembre. Il est en train de se passer quelque chose, cette colère qui monte, cette indignation face à ce plan d'austérité injuste et inefficace. Eh bien, le 10 septembre, nous devons y être, bien sûr, et François Ruffin et tous les militants et militantes de Debout y seront. Mais d'abord pour écouter, pour comprendre cette colère. Bien sûr, on en connaît un certain nombre de ressorts très puissants. Le refus de l'injustice permanente. Le refus aussi du mensonge et des hypocrisies sans arrêt proférées. Vous avez vu les leçons de morale qui sont faites aux chômeurs, qui ne chercheraient pas de boulot, qui sont faites aux familles, qui ont l'allocation de rentrée scolaire et qui achèteraient je ne sais pas quoi. Mais ces gens qui font des leçons de morale sans arrêt, de M. Bayrou à tous les donneurs de leçons, ils n'en ont pas de morale, ils en sont dépourvus. Quand on voit le nombre de ministres traînés devant les tribunaux, quand on voit les milliardaires qui ne remplissent pas le premier devoir d'un citoyen, à savoir payer ses impôts, les exilés fiscaux type M. Stérin qui voudrait nous raconter quelles sont les plus belles fêtes de France, eh bien les plus belles fêtes de France, c'est d'abord financé par les impôts, par les services publics culturels de toutes les communes, des villes et des villages. Alors, le premier devoir d'un citoyen, c'est d'abord de payer ses impôts. Et toutes ces leçons de morale qu'ils nous font sans arrêt, évidemment, elles sont insupportables, elles attisent cette rage et cette colère. Attisées aussi, bien sûr, par cette injustice. Alors oui, le 10 septembre, nous serons aux côtés des manifestants, à leur écoute, à les soutenir, à voir comment on peut leur être utile. Et à notre niveau, nous, politiques, qu'est-ce que nous devons faire? Bien sûr, nous devons transformer cette mobilisation contre en une mobilisation pour un projet, pour le projet de transformation sociale et écologique de notre pays, qui est finançable parce que les ressources sont là. Et nous devons le faire ensemble, parce que désunis, nous sommes impuissants. Et je voudrais le dire, unis, nous ne serons puissants que si nous trouvons un chemin démocratique où le peuple trouvera vraiment sa place pour décider quel sera le ou la candidate de la gauche et des écologistes pour pas seulement passer le premier tour, mais gagner.
Papa. Merci beaucoup, Sophie Taillé-Polian, pour ton invitation à gagner. Notre prochain intervenant vient d'un parti politique dont l'un des sénateurs est l'auteur du rapport très intéressant de la commission d'enquête sur les aides publiques aux entreprises, d'un coût annuel absolument effarant de 211 milliards d'euros. Donc on sait où trouver les sous pour financer les services publics et la transition écologique. Je vous demande d'accueillir Igor Zamikiehi, coordinateur de l'exécutif national du Parti communiste français. Merci Aminata. Chère Marine, cher Olivier, chers toutes et tous, chers camarades écologistes, merci à vous pour votre invitation. Bravo pour l'organisation de ces journées d'été. On a besoin de cet engagement. C'est avec plaisir que le Parti communiste a répondu à votre invitation. Notre ambition en cette rentrée, elle se résume en quelques mots. Riposter, bien sûr, riposter à la saignée que veulent nous imposer Macron et Bayrou et ouvrir un chemin d'espoir, de progrès et de paix pour la France. Je commencerai par là, le progrès et la paix, indissociablement. Quand les droits du peuple palestinien reculent, quand le gouvernement d'extrême droite, suprémaciste et génocidaire de Netanyahou commet des crimes de masse, et que les grandes puissances, qui ont les moyens d'empêcher ce massacre, n'agissent pas, ce sont les droits de tous les peuples qui reculent. C'est pourquoi je le redis ici avec force, la France qui s'apprête désormais à reconnaître l'État de Palestine doit prendre des sanctions contre le gouvernement de Netanyahou. Elle doit déclarer, oui, Marine l'a dit, un embargo sur les armes. Elle doit rompre toute relation commerciale avec Israël. Elle doit agir maintenant pour le peuple palestinien. Et c'est vrai, dans temps de conflits, quand les budgets militaires explosent, ce n'est jamais bon signe pour les droits sociaux et pour le combat écologique. C'est la baisse des dépenses pour nos services publics. Ce sont des moyens qui manquent pour nos combats écologiques, pour les politiques d'atténuation, pour les politiques d'adaptation. Et on l'a vu cet été pour nos services de secours et d'incendie qui affrontent des feux devenus méga-feux par l'inaction politique et le réchauffement climatique. Alors ensemble, force de gauche et écologistes, rejetons cette politique militariste de la France, refusons de céder au bellicisme, construisons avec les peuples les solutions politiques et diplomatiques en Ukraine et partout dans le monde. Avec le budget 2026, notre Premier ministre, qui se rêve en Henri IV, a eu une idée, je ne sais pas si vous l'avez entendu, que le coût de la santé soit plus concret pour les Français. Comment ? En doublant le reste à charge sur les consultations médicales, les examens, les médicaments, soit des dizaines d'euros supplémentaires prélevés chaque année sur les patients. Pour un montant peut-être de près d'1 milliard d'euros. Pour être très concret, avec une franchise passant de 1 à 2 euros, ça veut dire qu'un médicament comme le Doliprane, par exemple, ne sera plus remboursé par la sécurité sociale. La réalité, elle est donc simple. Ce ne sera pas plus concret, ce sera plus cher pour les malades. Un impôt sur la douleur, voilà ce dont il s'agit, voilà leur politique. Et il serait bon de rappeler à M. Bayrou que la santé est un droit dans notre pays. Ce n'est pas une marchandise, c'est un droit garanti par notre Constitution. Et pour que ce droit soit effectif, il y a d'ailleurs un ministre communiste, Ambroise Croizat, qui a inventé la sécurité sociale dont nous fêtons cette année le 80e anniversaire. Alors que le gouvernement s'apprête à infliger aux travailleurs et aux travailleuses le plus grand plan d'austérité de ces dernières décennies, 44 milliards d'euros, de l'autre côté, ça a été dit en introduction, il continue de distribuer 211 milliards d'euros aux grandes entreprises sans aucun critère. C'est un scandale. Voilà la réalité. Acharnement contre le peuple, contre le monde du travail d'un côté et tapis rouge pour les grands actionnaires de l'autre. C'est pourquoi le PCF s'adresse à toutes les forces vives du pays, aux forces sociales, aux forces associatives et à toutes les forces de gauche et écologistes. Ensemble, dans nos rôles respectifs, construisons une immense riposte populaire en cette rentrée.
Appuyons-nous sur l'intersyndicale qui va se réunir le 1er septembre. Prolongeons la mobilisation contre la loi du plomb par une mobilisation pour soutenir tous nos agriculteurs et pour la transformation agroécologique de l'agriculture. Créons un front social et politique pour mettre en échec ce projet de budget et ce pouvoir et cette politique mortifère pour la France. Alors oui, nous devons riposter de toutes nos forces, mais cela ne suffira pas. Nous devons aussi hisser la gauche à la hauteur des attentes du pays et des défis du siècle. Nous devons unir, rassembler, et les communistes ont toujours été au rendez-vous du rassemblement. Le rassemblement, il doit commencer par les élections municipales. Et à cette heure, force est de constater que dans trop nombreuses villes et villages de France, nous n'y sommes pas encore. Il serait incompréhensible que dans des communes où nous avons obtenu ensemble des avancées décisives pour nos concitoyens, nous partions divisés et nous permettions à la droite d'arriver au pouvoir. Unissons-nous. Et vous pouvez compter sur les communistes pour être partout force de proposition, comme ils le sont d'ailleurs ici à Strasbourg, où ils ont porté avec force la gratuité des transports en commun et d'autres politiques. Ils le seront partout dans le pays. Et au municipal, comme à l'échelle du pays, le rassemblement doit commencer par le projet. Là, je vais rentrer un peu plus dans le débat et terminer par là. Pas par la mise en scène d'un casting, pas par les candidatures. Je le dis sans détour, une union de petites ambitions débouchera toujours sur une petite union, alors qu'un projet d'avenir pour la France unira le monde du travail et toutes les forces vives du pays. C'est d'ailleurs comme ça, mes amis, qu'ont procédé nos aînés avec le Conseil national de la résistance. À l'heure de si grands périls pour la République, commencer par le projet, c'est se donner les meilleures chances de parvenir à gagner. C'est d'ailleurs tout le sens du pacte d'avenir pour la France que le Parti communiste a mis en débat autour de 10 grands objectifs de changement. Et je voudrais m'arrêter avec vous pour finir sur 3 enjeux très courts. 3 enjeux de débat à gauche, parce que je pense qu'il faut se parler franchement et approfondir les débats entre nous. Le premier enjeu décisif, je l'évoquais à propos du budget, c'est de prendre le parti du travail contre le capital. C'est d'ailleurs le sens, puisque Marine parlait de son livre, du dernier livre de Fabien Roussel, Le parti pris du travail. C'est parce qu'une partie de la gauche, lorsqu'elle a été au pouvoir, a cédé aux exigences du capital, que le monde du travail s'est à juste titre senti trahi. Je pense au crédit impôt compétitivité emploi, à la loi facilitant les licenciements, à la poursuite du gel du traitement des fonctionnaires. Nous, les communistes, avons combattu ces mesures avec certains écologistes et jusqu'au sein même du Parti socialiste. Mesurons bien que ces mesures ont conduit des millions de travailleurs à s'éloigner de la gauche. Si le programme du nouveau Front populaire est revenu sur ces mesures, je crois qu'il ne va pas encore assez loin. Regardez l'offensive du capital, regardez la politique monétaire et commerciale de Donald Trump. L'heure est à engager une révolution du travail, de l'emploi, de la production, une révolution de la place des salariés dans l'entreprise, une révolution de l'utilisation de l'argent pour avoir un nouvel élan d'appropriation sociale dans notre pays. Approfondissons ce débat entre nous parce qu'il sera décisif pour gagner avec le monde du travail. Le deuxième enjeu, c'est de faire d'une nouvelle république sociale, féministe, laïque, antiraciste et démocratique le cœur de l'unité populaire. Je dis nouvelle république et pas nouvelle France. Et là aussi, j'aimerais rentrer un peu dans le débat. Pourquoi ? Parce que je pense que la gauche prendrait un très grand risque si elle cherchait à opposer une prétendue vieille France à une nouvelle France. Et si elle s'adressait à des communautés plutôt qu'à l'ensemble de nos concitoyens. Oui, la France est forte de sa diversité. Mais il est une chose que l'histoire du mouvement ouvrier nous a appris, c'est que la gauche gagne quand elle fait de l'intérêt commun des travailleurs et des travailleuses, de l'intérêt de classe, le socle de son projet. Rentrer dans le jeu de la valorisation d'une identité serait par ailleurs faire un immense cadeau au Rassemblement national. Parce qu'ils diront, regardez, ils ne se préoccupent que des autres, pas de vous.
Et c'est aussi, je crois, se tromper sur l'identité elle-même de nos concitoyens qui n'est jamais unique, mais toujours plurielle. Pensez à notre camarade Missak Manouchian qui est entré au Panthéon. Était-il ouvrier ou poète? Était-il arménien ou apatride? Était-il pacifiste ou résistant antifasciste? Il était tout cela à la fois, et bien d'autres choses encore. Voilà pourquoi je crois que l'enjeu, c'est de porter cette nouvelle République dans toutes ses dimensions. Enfin, le dernier enjeu que je veux pointer ce soir, et il faut vraiment le faire ici, c'est l'importance d'un projet écologique qui soit aussi un projet social et populaire. C'est le sens du plan climat que le Parti communiste a porté et présenté il y a 2 ans. Et je le sais, vous êtes toutes et tous ici conscients dans cette salle que l'écologie est plus que jamais menacée. Elle est menacée par la droite, évidemment, par son inaction. Elle l'est aussi par la désinformation, par la contestation des faits scientifiques eux-mêmes de par l'extrême droite. Mais elle l'est aussi par l'incapacité de la gauche, et de toute la gauche, pas seulement des écologistes, à mobiliser autour d'un projet dans lequel se reconnaissent les catégories populaires. D'un projet qui soit à la fois écologique et social. On le voit avec le débat autour des ZFE. Quel sens peut avoir l'interdiction de territoire entier à des véhicules particuliers fortement émetteurs quand il n'y a pas d'alternative modale satisfaisante et pas d'aide pour changer de véhicule? Ça ne peut être vécu que comme une mesure d'exclusion. Rien sur cet enjeu précis. Répondre aux défis écologiques en ne laissant personne au bord de la route suppose de grandes ruptures. Une rupture d'aménagement du territoire pour rapprocher l'habitat de l'emploi. Une rupture pour l'investissement, pour un investissement sans précédent. On parle de milliards d'euros pour les transports en commun. Une rupture aussi pour le développement d'une production automobile totalement transformée et pour un tout autre niveau d'aide à la conversion. On le voit, et je terminerai par là, sur cet enjeu comme sur d'autres, nous devons affronter les questions majeures pour ouvrir une alternative politique. Alors, chers amis et camarades, engageons en grand la riposte au budget 2026 et engageons aussi entre nous et avec les Français en grand le débat pour répondre à toutes leurs attentes. Une dernière phrase pour conclure, car je ne voudrais pas être trop long. Plus que jamais, vous me permettrez de citer Ambroise Croizat, le progrès social est une création continue. Alors soyons offensifs en cette rentrée. Ensemble, ouvrons un avenir de paix et de progrès. Je vous remercie. Est-ce que ça... Oui. Merci Igor. Et puis, je crois qu'il te restait encore un petit peu de temps sur le temps qu'on t'avait donné, mais puisque voilà, tu as réussi à concentrer le discours, ça va laisser un peu plus de temps pour d'autres. Voilà, pour Alma. Merci en tout cas de cette gentillesse. Alors, la prochaine invitée est juste à côté de moi, elle a attendu patiemment. Donc, c'est une ancienne activiste écologiste, me dit-elle. Et donc, elle est députée de la France Insoumise. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir Alma Dufour. En tout cas, je ne sais pas si j'aurai plus de temps, mais j'ai plus de tympan du tout après à mon passage à côté de l'enceinte. Je suis très très contente d'être ici parmi vous. Je vois d'ailleurs un t-shirt Alternatiba juste devant moi qui tient un petit appareil photo. Et je voulais donc profiter de ce moment pour remercier la famille au sens élargi parce que je viens m'exprimer au nom de la France Insoumise. Mais j'ai une grande famille. Et une partie de cette grande famille est constituée des activistes pour le climat qui m'ont appris tant de choses, et notamment la valeur de l'engagement et les sacrifices que l'on doit pas souvent d'ailleurs devoir faire pour ce que l'on croit juste, et surtout la force du collectif. Merci Marine pour ton beau discours, où évidemment il y a des choses sur lesquelles nous divergeons stratégiquement, mais il y a tellement de choses que tu as dites qui m'ont beaucoup touchée. Je pense que tu vois vraiment ce que vivent et comment se sentent les Français quand tu en parles, et j'ai l'impression,
et c'est ce dont je vais essayer de parler là, que c'est là le cœur de l'enjeu, quand tu parles de la solitude, quand tu parles du déclassement, quand tu parles des inégalités et de cette sensation d'être rien. Quelque chose sur laquelle, par contre, j'hésite toujours quand j'entends des discours dans notre grande famille de gauche, c'est en sommes-nous au même constat, justement, de la gravité, de la menace et du basculement d'air dans lequel nous nous trouvons. Tu as justement dit combien de jours, combien d'heures, combien de minutes, combien de temps avant la menace. Moi, j'ai l'impression qu'on a déjà changé d'air, qu'on est déjà dans une ère autoritaire, qu'on n'est pas encore évidemment en dictature, Dieu merci, mais que tout a basculé aujourd'hui. Lorsque le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, nommé, je vous le rappelle, par un président Emmanuel Macron, qui a été élu pour faire barrage à l'extrême droite, comme le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, parle de régression aux origines ethniques, quand le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, dit que le plus grand danger pour la France, ce n'est pas le Rassemblement national, mais la France insoumise, c'est-à-dire un parti de gauche de rupture, nous avons déjà basculé. Quand CNews, chaîne d'information en continu, soutenue par un milliardaire qui paye très peu d'impôts en France, fait activement la propagande de l'extrême droite, au point de faire des bandeaux, des gros titres, jetant en pâture les musulmans, littéralement 365 jours par an, ça a été démontré, nous avons déjà basculé. D'ailleurs, sachez que c'est une nouveauté. Vous saviez que sur CNews, Bolloré empêchait de parler de Bolloré. J'ai découvert à mes frais qu'il empêche maintenant de parler de son nouvel ami, très bon ami, Bernard Arnault, puisque finalement ils se rejoignent tous, puisque j'ai été littéralement censurée sur le JT de Europe 1, où on a littéralement coupé 5 minutes de mon interview où je parlais des inégalités qui explosaient en France, du patrimoine de M. Arnault et du manque de patriotisme économique du dit Arnault, mais aussi de Rodolphe Saadé, qui... Là aussi, pour démontrer le basculement, s'est empressé, après l'élection de Donald Trump, d'aller signer un contrat à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Donc la CMA-CGM, chouette, il se met à pleuvoir juste quand je parle. Je continue. Donc aller signer un contrat de 50 milliards d'euros avec Donald Trump en posant debout à côté du roi, en humilié devant une carte où le golfe du Mexique était rebaptisé golfe d'Amérique. Nous avons basculer. Quand nous savons que Donald Trump a pour meilleur allié l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, nous avons déjà basculé. Et nous rappelons ce que nous n'aurions jamais dû oublier. C'est que pour les élites économiques, le fascisme néolibéral, tant qu'il sert leurs intérêts, est une alternative tout à fait acceptable aux démocraties. Tout à fait acceptable aux démocraties. Surtout quand les tensions géopolitiques sur les ressources sont à leur comble, ce qui est le cas aujourd'hui, du fait notamment du changement climatique et de notre modèle productiviste. Ce n'est plus la main invisible du marché qui va venir faire les poches des citoyens, mais celle qui tient le plus gros canon. Et quand l'Union européenne s'agenouille devant un des présidents les plus dangereux du monde en signant un accord commercial inique, je le dis inique, qui lamine notre industrie sans aucun protectionnisme pour la France, et qui détruit nos objectifs climatiques en s'engageant à acheter à prix d'or le double du gaz de schiste que nous consommions déjà des États-Unis, nous avons déjà basculé. Et parce que, comme toi, Marine, je pense qu'il nous faut une Europe forte, peut-être qu'on a juste une vision plus ou moins cynique et optimiste de la capacité de l'Union à se réformer. Je pense que la censure d'Ursula von der Leyen doit être la réponse des parlementaires européens de gauche à cette trahison des intérêts des peuples européens. Quand l'Occident soutient activement un génocide filmé en temps réel, on en a déjà beaucoup parlé, vous savez, je pense à quel point la cause palestinienne me tient à cœur, mais quand l'Occident soutient activement un génocide filmé en temps réel, vu par notre jeunesse du monde entier, qui lui ôte le peu d'espoir qu'elle avait encore en l'humanité, puisqu'elle a grandi dans un monde où on sait que nos sociétés sont capables de s'auto-détruire par cupidité et par course au profit. Quand l'Occident est prêt à mettre à bas le droit international, et tu l'as dit, en crachant sur la Cour pénale internationale, en refusant de respecter les sanctions de la Cour internationale de justice, qu'il détruit sciemment le droit international issu de la Deuxième Guerre mondiale pour protéger les peuples du monde entier de la folie meurtrière des hommes, pour empêcher des horreurs comme la Shoah de se reproduire, nous avons déjà basculé. Et donc nous devons rentrer dans une perspective de lutte et de réveil du peuple. Car quand on en arrive là, évidemment, le jeu démocratique a encore cours, et c'est très heureux, mais on ne pourra gagner
sans un éveil populaire massif. Et ce que m'a aussi appris le mouvement climat, c'est une phrase que j'ai toujours gardée. Ils ne sont grands que si le peuple, que si nous sommes à genoux. Et pour gagner, il faut redonner... Ouais, je sais, mais j'étais pas cultivée, tu vois, à l'époque. C'est le mouvement climat qui m'a tout appris. C'est de la Boétie. Il faut redonner confiance en eux aux citoyens. Et comme tu le disais, Marine, je pense qu'un des faits majeurs qui aujourd'hui nous empêche de gagner, qui nous empêche d'aller chercher l'abstention qui recule, et c'est heureux, et qui a reculé, et il faut le dire, de manière sans précédent en juillet dernier. Et chez les jeunes notamment, ce sont la jeunesse de ce pays qui a sauvé la France de l'extrême droite, et personne ne leur dit merci, et personne ne leur dit que c'est eux qui détiennent le pouvoir et la clé de notre avenir dans leurs mains. Mais encore trop de gens souffrent de la solitude, souffrent d'un mépris, d'un manque de confiance en eux, et se disent qu'ils sont rien. Je vois ça tous les jours. Le pire ennemi, notre pire ennemi, c'est la résignation. Quand je fais des porte-à-porte dans ma circonscription industrielle, quand je rencontre les gens, même des gens qui votent RN, ce qui me frappe souvent, c'est que c'est pas qu'ils n'ont pas conscience de la marche du monde, qu'il y a des élites qui leur marchent sur la gueule, passez-moi l'expression. C'est pas qu'ils n'ont pas conscience qu'il y a des gros et qu'il y a des petits. C'est qu'ils pensent qu'on peut rien y faire et que rien ne changera jamais. Et c'est ça qu'il faut battre dans le cœur des gens. C'est contre ça qu'on doit se battre. Cette résignation des gens qui sont fracassés en fait sur le rivage du capitalisme finissant, qui apporte de moins en moins de progrès social, de plus en plus d'inégalités. Combien de gens je vois finir leur vie dans des logements sociaux de 40 mètres carrés, insalubres avec des maladies professionnelles, ils n'ont plus qu'à attendre la mort. Ils n'ont plus qu'à attendre la mort, peut-être aussi la mort qui viendra avant l'âge légal de la retraite. Et ces gens-là, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Les 300 000 ouvriers qui sont en train de perdre leurs emplois à cause des faillites, ils n'ont pas le temps. Les ouvriers de Renault-Cléon chez moi, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de nos tergiversations. Et c'est pour ça, comme le camarade communiste l'a dit, il faut absolument mener la bataille contre le budget 2026. Le budget 2025 nous a déjà trop coûté. 5000 fermetures de classes partout en France. Et c'est nous qui sommes allés chercher soutenir les mamans qui sont désespérées, dont les enfants, parfois en situation de handicap, ne trouvent aucune place, 2 ans d'attente pour un IME, les enfants dans la protection de l'enfance, les soignants qui finissent leur journée en pleurant. On n'en peut plus et c'est pour ça que le mouvement du 10 septembre est né. Et quelle que soit son issue, quel que soit ce qui va se passer, moi j'ai été gilet jaune et je reconnais quand des gens s'auto-reconnaissent en tant que citoyens. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement précieux parce que c'est un début de rupture de la résignation que nous devons tous combattre. Et le politique doit accompagner cette résignation. Et comme le Front populaire, les mouvements sociaux et les partis doivent marcher main dans la main. Donc je vous le dis, appuyons les mobilisations syndicales, évidemment, on l'a toujours fait. Appuyons la mobilisation du 10 septembre et censurons le budget Bayrou et ce Premier ministre qui n'a que trop duré dès la rentrée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Alma, pour cet appel vibrant contre la résignation et pour un éveil populaire massif face aux dérives autoritaires du gouvernement. Et pour le clin d'œil aux militants climat, parmi lesquels tu comptes, je le découvre. Je vous invite maintenant à accueillir notre prochaine intervenante, que vous connaissez bien. Elle était la candidate du nouveau Front populaire au poste de Première ministre. La seule qui a réussi à faire consensus au sein de tous les partis du NFP, c'était pas facile. Et elle est à l'origine de l'initiative remarquée du 2 juillet. Je te laisse la parole. Merci, je prends le truc. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je suis absolument ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et je voulais commencer mon propos par une note un tout petit peu personnelle. Une fois n'est pas coutume, on m'a dit l'été dernier, tes réponses sont trop techno. Je commence par une remarque personnelle. Je tenais à vous remercier 1 an après pour l'accueil que vous m'avez réservé l'année dernière. Vous le savez, cette année a été un moment particulièrement, l'été dernier en particulier a été un moment extrêmement intense sur le plan personnel et l'accueil que vous m'avez réservé a été fondateur pour la suite. Ça a donné beaucoup d'énergie. Donc merci aux militantes et aux militants écologistes. Vous avez été une grande famille à ce moment-là.
Alors je clôt cette toute petite remarque personnelle pour dire quand même l'été dernier a été un moment politiquement absolument crucial dans l'histoire de notre pays. Nous avions beaucoup travaillé, nous avons travaillé, vous le savez, tout l'été. J'avais réfléchi à une architecture gouvernementale où l'écologie, vous vous en doutez, avait une place absolument centrale. Ce gouvernement n'a pas vu le jour, on le sait, car non pas nous avons asséné le programme, rien que le programme, tout le programme, mais parce que bel et bien le président de la République en a décidé autrement et il a décidé de désigner Michel Barnier puis François Bayrou Premier ministre. Il faut rappeler, chers camarades, que le choix du président de la République de ne pas nommer la première ministre, en l'occurrence désignée par le bloc des forces arrivées en tête aux élections législatives, aura eu un impact durable, car il a créé puis amplifié une crise politique profonde que vit désormais le pays. Et il nous faut désormais réfléchir, c'est ce à quoi nous sommes invités avec cette table ronde, avec cette réunion. Il nous faut désormais réfléchir à comment faire en sorte que la gauche et les écologistes puissent gouverner demain. Quelles conditions il faut réunir, notamment dans un paysage politique qui a profondément évolué, en France comme à l'échelle internationale. Les intervenants précédents en ont déjà beaucoup parlé. Quelles conditions faut-il réunir pour être en mesure de gouverner demain? Le contexte, il faut en parler, on en parle peu, c'est la tripartition. On a désormais 3 forces politiques, 3 blocs politiques qui sont en place en France et en particulier au Parlement. Et donc on ne peut plus s'attendre à une alternance classique comme ça a été le cas pendant longtemps. On a aussi, ça a été dit beaucoup, on a cité le nom du ministre Bruno Retailleau, la perspective d'une alliance de la droite avec l'extrême droite. Elle est soutenue, cette alliance, par des groupes médiatiques puissants et des milliardaires actifs, on l'a dit. Cette alliance accroît le risque d'une défaite électorale pour la gauche et les écologistes et surtout les risques de régression sociale et démocratique. La jonction s'est déjà faite sur les idées. Comment distinguer, il est vrai, aujourd'hui, Bruno Retailleau du Rassemblement national? Igor en a dit quelques mots. Rappelons que le ministre de l'Intérieur parle de Français de papier et est proche de collectifs qui s'opposent à l'IVG en France aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur est proche de collectifs qui s'opposent à l'IVG en France aujourd'hui. Ce genre de libertés ne sont plus totalement protégées puisque, rappelons-nous, l'état de droit n'est pas immuable selon notre ministre de l'Intérieur. Ces forces de droite et d'extrême droite préparent manifestement aujourd'hui la jonction électorale et c'est un point de contexte absolument fondamental à garder à l'esprit aujourd'hui. Et enfin, ça a été aussi beaucoup dit par les camarades qui se sont exprimés avant moi, le contexte international est absolument bouleversé et bouleversant. Ça rend absolument encore plus nécessaire que la France soit gouvernée par des forces qui défendent réellement le respect du droit international et les droits de l'homme. Et permettez-moi, à ce sujet, de mentionner aussi la situation génocidaire à Gaza et d'appeler à l'adoption rapide de sanctions contre les dirigeants israéliens qui sont coupables de crimes à grande échelle. J'émets devant vous le vœu que les forces de gauche et écologistes déposent un projet de loi, une proposition de loi commune pour adopter de telles sanctions à la rentrée. Ça me semble être une urgence aujourd'hui. Dans ce contexte, chers camarades et chers amis, reconnaissons-le, la barre est haute pour une victoire de la gauche et des écologistes. La barre est haute, mais elle peut être atteinte. On m'a demandé, quand on préparait cette réunion, de réfléchir à quelles sont les conditions de la victoire. Je crois, et là je m'oppose à certains intervenants précédents, mais c'est le jeu, que l'union est la clé. Je sais, chers camarades écologistes en particulier, et aussi sur le banc du premier rang, que vos rangs comptent de fervents défenseurs de l'union. Je peux bien sûr citer l'engagement de Cyrielle, de Léa et de Mélanie, et aussi celui de Marine, essentiel en faveur de l'union. Celui aussi de vous toutes et tous, militantes et militants écologistes. Je sais que vous êtes une force sur laquelle on peut s'appuyer en faveur de l'union de la gauche. Alors, disons-le très clairement, les appétits présidentiels s'aiguisent déjà, on le sait, et je rejoins Igor, notre camarade communiste, lorsqu'il dit que ça ne doit pas être l'objet de cette course, que bien d'autres choses sont en jeu. L'union ne doit pas être le reflet d'une simple tactique politique ou d'une posture stratégique. L'union, c'est aussi, je crois, une autre façon de faire la politique. C'est une autre façon d'envisager les alliances de fond, c'est une autre posture face à l'autre.
L'objectif de cette union ne doit pas seulement d'être d'identifier l'homme ou la femme providentielle, puisque évidemment ça n'existe pas, et là je fais un petit poke à Emmanuel Macron, mais ça doit être aussi de préparer et de susciter une dynamique collégiale qui rassemble les différentes sensibilités de gauche, qui donne de la légitimité à la personne qui sera désignée. Sur le fond, ça permet d'envoyer un signal sur la façon dont on souhaite gouverner. C'est l'anti-Jupiter, si vous voulez. D'autre part, ça permet de s'appuyer sur les forces respectives de chaque parti, de chaque groupe politique, et de parler à plus de monde. Et à cet égard, je pense qu'il faut signifier et souligner qu'il est fondamental de dire que l'union de tous, ça n'est pas que l'union des partis politiques. L'union, c'est aussi l'union avec la société civile, c'est aussi l'union avec les syndicats, c'est aussi l'union avec l'ensemble des citoyennes et des citoyens qui se reconnaissent dans les valeurs que la gauche peut porter. Je dis souvent aux journalistes que je considère que la France est un pays d'électeurs de gauche qui s'ignorent. Et au-delà de la boutade, je pense que c'est vrai. Je pense que plein de personnes seraient capables de voter pour la gauche si enfin on leur proposait un projet dans lequel ils se retrouvent. Et moi, je me suis beaucoup retrouvée dans les mots d'Alma sur le sentiment de solitude et d'abandon par la classe politique et par les politiques publiques. Je pense que c'est avec ça qu'il faut contrer pour qu'enfin les gens retournent vers les urnes. Et je pense aussi, quand je parle du caractère fondamental de l'engagement des citoyennes et des citoyens, ça a été mentionné par Sophie, je pense évidemment à la loi du plomb et à la pétition qui n'aurait pas vu le jour si une citoyenne n'avait pas lancé cette pétition. Et ces 2,1 millions citoyens qui ont signé cette pétition, combien y en a-t-il qui sont militants politiques? Très peu. Et donc, ça veut dire qu'il existe dans ce pays les ferments pour un engagement politique fondamental en faveur des idées de la gauche. Et par ailleurs, je crois, et ça fait écho aussi à ce que disait Alma dans son intervention, je crois qu'il ne faut pas opposer les stratégies électorales des différents groupes politiques qui sont impliqués à gauche. Par exemple, je pense que le travail politique et militant de la France insoumise pour mobiliser les jeunes et les quartiers populaires est essentiel. Alma l'a dit en juin dernier, la victoire de la gauche, ça a été la victoire de la jeunesse. Et ça a été la victoire de la lutte contre l'abstention. Et je pense qu'il faut absolument continuer dans cette voie et qu'il faut jouer sur la complémentarité de nos stratégies et de nos forces entre groupes politiques et au-delà. Enfin, posons-nous collectivement, à contrario, la question: que se passera-t-il si on ne s'entend pas sur une procédure de désignation d'une candidature commune? L'histoire est écrite d'avance. Nous assisterons à un affrontement des forces de gauche et des écologistes entre elles, alors même que l'extrême droite est au plus haut. Alors je le dis au camarade Raphaël qui le disait sur un plateau et dans une interview sur Mediapart, il disait les gauches ne sont pas solubles. Moi je crois au contraire que les gauches sont solubles et je crois que les gauches doivent être solubles. Elles sont solubles dans la lutte contre les inégalités. Elles sont solubles dans la lutte pour le droit international. Elles sont solubles pour la justice sociale et la justice fiscale. Et donc, elles sont solubles si on souhaite qu'elles le soient. Et je pense qu'il est fondamental de ne jamais oublier que l'essentiel nous rassemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lucie. Pour poursuivre dans toutes ces réflexions et ces propositions, je vous demande d'accueillir le coordinateur national de Génération S et député des Yvelines, Benjamin Lucas. Merci et bonsoir à toutes et à tous. Permettez-moi d'abord de saluer celles et ceux qui vous symbolisent ici. Et d'abord, Marine Tondelier, votre secrétaire nationale, ma chère Marine. Merci pour ton invitation, merci pour tes mots. Et merci pour ce moment où il y a toute la gauche et tous les écologistes réunis. Je crois que on pourra peut-être pas se mettre d'accord sur les termes de la façon dont on fera l'union, mais je vais essayer de faire une synthèse entre ce qu'a dit Thierry, Olivier ne m'en voudra pas, et ce qu'a dit Lucie. Je ne crois pas non plus que l'union soit la solution à tout. Je ne crois pas non plus que l'union permette de tout régler. Je crois en revanche que l'union est indispensable si nous voulons résister à la marée montante de l'extrême droite. Que l'union est un moteur puissant, propulsif dans les quartiers populaires. Un moteur puissant et propulsif auprès de celles et ceux que nous avons déçus, qui attendent de nous, pas simplement que nous venions témoigner lors des élections, mais que nous démontrions notre volonté de gagner, de gouverner et de transformer la société. Et Lucie en a dit un mot.
Elle rappelait l'an dernier et ce moment formidable où nous avons ensemble, à travers ta candidature au poste de Première ministre, démontré notre volonté de gouverner et de changer ce pays ensemble. Eh bien, sachez que pour ma part et pour les camarades de génération, dont je vois beaucoup ici, que je salue, notre détermination, elle reste intacte. L'énergie d'il y a un an, journée d'été des écologistes, elle reste intacte. Et notre volonté de remplacer ce gouvernement et d'avoir un gouvernement de la gauche, de l'écologie, du nouveau Front populaire, elle est intacte. Alors je vous remercie parce que ces moments, ces journées, ces rassemblements, ils sont utiles pour nous qui prenons du plaisir à nous retrouver. J'ai entendu parler d'un karaoké qui allait suivre, c'est ici quasiment légendaire. Mais ils sont aussi utiles, je crois, et je veux le croire, dans ce moment si grave pour la vie du monde. Je n'ai pas besoin de rappeler ici ce que nous avons vu sur nos écrans il y a quelques jours dans le bureau ovale. Dans ce moment si grave, dans un pays où beaucoup se désespèrent, eh bien, nous sommes évidemment là pour nous parler à nous-mêmes, mais je sais qu'au-delà de cette salle, de cet espace aéré, il y a des gens qui nous regardent, dont Alma parlait en disant qu'ils ne pouvaient pas attendre. Et je ne refais pas ici la liste de toutes les urgences qu'elle a citées. Et puis, à travers la presse, certains auront à connaître de nos prises de position. Il y a 4, 5 journées de rentrée de la gauche et des écologistes. Alors, il faut qu'au moins, à défaut d'avoir une rentrée commune, à défaut de dire tous et sur tous les sujets la même chose, nous soyons capables sur cette rentrée, et c'est l'intitulé de cette table ronde, de leur envoyer un message clair. Et le premier, c'est que François Bayrou et son gouvernement ne passeront pas l'automne. Le premier, c'est que nous allons, par notre présence dans le mouvement social, par notre engagement parlementaire, tout faire pour que ne s'applique pas un budget qui est bien plus grave qu'un mauvais budget ou qu'un budget d'austérité, qui est un budget que je qualifie pour ma part d'anti-républicain. Parce que qu'est-ce que c'est que la République? Liberté, égalité, fraternité. Qu'est-ce que c'est que le budget de François Bayrou? C'est marche ou crève. C'est marche ou crève, c'est la traque des chômeurs, des allocataires, des minima sociaux. C'est l'austérité qui va priver les Français de services publics et de protection essentielle. C'est amplifier leur inaction climatique. Dois-je rappeler, et nous en parlions à l'instant avec Sandra Rogol, députée de Strasbourg, je salue, qu'ils ont voté des crédits pour des Canadaires qu'ils n'ont même pas débloqués, et qu'on a vécu des incendies, et qu'on a eu des larmes de crocodile de ces gens qui viennent pleurer quand la forêt brûle et qui ne sont même pas capables d'acheter des Canadaires avec des crédits qui pourtant ont été votés. Et là, ils veulent réduire encore plus la puissance publique, l'importance de notre investissement pour la transition écologique. Envoyons donc ce message très clair. Oui, nous censurerons le plus vite possible François Bayrou, son gouvernement, Bruno Retailleau et tous ceux qui vont avec. Et objectivement, je vais vous le dire, ils le cherchent. Si un jour des historiens veulent dater le macronisme, ils pourront mettre né avant la honte. J'écoutais ce matin, et je le dis parce que nous sommes à quelques pas du Parlement européen, Valérie Yeye, qui était, si vous vous en souvenez, la tête de liste des macronistes aux élections européennes, qui disait, je cite, « Ceux qui veulent censurer veulent diviser le pays et créer de l'instabilité. » C'est vrai qu'avec eux, le pays est d'une stabilité incroyable, uni, rassemblé, en pleine forme. Franchement. Et elle ajoutait, en parlant du mouvement du 10 septembre, que, là aussi je cite, que oui, on ne sait pas qui sont les interlocuteurs, nous quand même on aime parler avec des syndicats, des partis, etc., des parlementaires. Pardon, mais qui a méprisé le mouvement social et les organisations syndicales unanimes au moment de la retraite à 64 ans? Qui a piétiné le Parlement à coups de 49.3 successifs, qui fait que les députés qui, comme moi, ont été élus en 2022 n'ont jamais pu voter un budget de la nation, ce qui ne se fait dans aucune grande démocratie au monde, y compris dans des démocraties où il n'y a pas de majorité absolue pour le camp au pouvoir. Et donc nous devons leur envoyer ce message très clair. Évidemment, il y en a un autre qui est né avant la honte, c'est le président Emmanuel Macron, qui nous invitait dans la presse il y a quelques jours à du courage. Pour lui, le courage, ce serait de laisser M. Bayrou, M. Retailleau prospérer à Matignon et dans les ministères. Il me reste 5 minutes, c'est ça? Je vais les employer. Non, j'ai fait 5 minutes, donc 3. D'accord, je vais vite. Eh bien alors, je vais lui dire clairement, et donc je vais m'adresser au président de la République et pas à vous pour faire plus court. Monsieur le président de la République, du courage, il en faut pour remettre en cause les 211 milliards d'euros d'aide publique aux grandes entreprises, sans contrepartie, sans contrôle, sans plafonnement. Pas pour aller stigmatiser les chômeurs, les allocataires des minima sociaux. Pas pour agiter le vieux fantasme de la prétendue fraude sociale, marronnier habituel des libéraux depuis 30 ou 40 ans, qui vise à quoi? À réduire les protections des plus fragiles, à abîmer notre pays et le lien de solidarité qui doit nous unir entre générations. Du courage, il en faut pour remettre en cause la rente, l'héritage, ce qui fait que les inégalités se perpétuent de génération en génération. Pas pour toujours privilégier le laxisme fiscal qui permet que dans ce pays, plus vous êtes riche et parmi les ultra-riches, moins vous payez d'impôts. Voilà, monsieur le président de la République, ce qu'il faut. Du courage, il en faut et il en faudra pour les services publics qui répondent aux urgences du quotidien. Il en faudra pour trouver de nouveaux financements pour notre protection sociale pour qu'elle soit plus performante. Du courage, il en faut
non pas pour être dans la main des lobbyistes de la FNSEA, mais pour abroger la loi du plomb et protéger nos gamins du cancer et des pesticides. Du courage, il en faudra pour inscrire les droits écologiques dans la Constitution et que tout, absolument tout, soit vu à l'aune de l'impact écologique et de la nécessité que nous avons de bifurquer radicalement et donc de changer, et je le dis en saluant mon ami Boris Tavernier, nos modèles de consommation, nos modèles d'alimentation, nos modèles de production, c'est-à-dire en transformant radicalement notre modèle économique. Voilà, chers amis, alors, puisque je m'approche de la fin, c'est ça, je termine en vous faisant 2 propositions. J'ai dit que celles et ceux qui nous regardent et celles et ceux pour qui nous nous sommes engagés attendent beaucoup de nous, parfois en désespéré de la gauche, mais attendent beaucoup de nous. Et on l'a vu il y a un an, ils ont su se mobiliser malgré tout le spectacle un peu lamentable qu'on avait pu leur donner pendant les mois qui avaient précédé. Mais ils ont su se mobiliser parce que nous avons su, et je salue les chefs de parti qui étaient là, être à la hauteur de l'histoire et faire un nouveau Front populaire, 90 ans d'ailleurs après le précédent qui a apporté des conquêtes dont nous bénéficions encore aujourd'hui. À celles et ceux-là, nous devons donc dire clairement que nous allons tout faire pour censurer François Bayrou, mais je crois que nous pouvons faire mieux. Et si nous proposions tous ensemble, on s'engagera sur 2027 après, un budget alternatif qui montre comment nous pouvons protéger les Français des urgences du quotidien, des grands défis de l'avenir de la nation et pour l'avenir de nos enfants et notamment l'avenir écologique. Nous en sommes capables, nous l'avons été il y a un an. Et puis pourquoi pas, après le 10 septembre, pour accompagner ce mouvement social, sans lui donner de consignes, sans le récupérer, pourquoi pas un grand meeting commun, à minima un grand meeting commun pour dire à M. Bayrou qu'il ne passera plus, pour dire que ce budget d'austérité, que ce budget de régression, que ce budget de haine finalement de la France et de ce qu'elle est dans son histoire, eh bien il ne passera pas. Et ensuite, nous pourrons montrer que nous avons fait œuvre utile pour celles et ceux qui attendent de nous. Je vous remercie. Merci beaucoup Benjamin Lucas pour cette belle synthèse et tes propositions qui ne tombent pas dans l'oreille de sourds. Merci également pour ta détermination à consolider l'union de la gauche et des écologistes. Je vous propose maintenant d'accueillir une intervenante qui est députée de Seine-Saint-Denis, membre du groupe écologiste et social à l'Assemblée nationale, militante féministe et autrice de L'avenir, c'est l'esprit public. Je vous demande d'accueillir la cofondatrice de l'Après, Clémentine Autain. Bonsoir à toutes et tous. Et moi aussi vous dire le plaisir d'être à nouveau cette année à vos côtés, à tes côtés, chère Marine, et de l'ensemble des écologistes ici rassemblés à Strasbourg. Gagner demain suppose de réussir le rassemblement des forces de gauche et écologistes aujourd'hui. 8 Français qui se disent de gauche veulent le rassemblement pour 2027. Je veux d'emblée répondre à Alma, qui est une camarade dont j'apprécie l'énergie, la conviction, et je partage ce qu'elle a dit. Dans notre agenda de la rentrée, nous devons être là pour bloquer tout le 10. Nous devons être là pour censurer le gouvernement. Nous devons être là à l'échelle européenne pour dire l'horreur des décisions européennes face à l'agression trumpiste. Mais après, quelle est notre responsabilité en tant que leader de gauche ? Notre responsabilité, elle est de construire la suite. Elle est de préparer la possibilité d'avoir une autre politique gouvernementale. Et pourquoi 8 Français de gauche veulent l'union sur 10 ? C'est pas mal. Non, 8 sur 10, 80% du peuple de gauche veut l'union. C'est parce qu'il sait que c'est la condition aujourd'hui pour accéder aux responsabilités, pour en finir avec une politique de destruction, une politique qui marchandise tout et qui veut en finir, et qui le fait d'ailleurs les uns après les autres avec l'ensemble de nos conquêtes sociales. Et je pense que la gravité du moment, et ça a été dit, mais je pense que c'est ce qui nous saisit chacune et chacun d'entre nous, c'est de voir la vague internationale, libérale, populiste, autoritaire, l'enfer possible qui peut arriver en France. Nous devons l'éviter. Nous ne pouvons pas accepter que notre pays bascule dans une société qui détruit l'État, qui détruit la démocratie, qui est faite de sexisme, qui est faite de racisme, de climato-négationnisme, qui est totalement étranger à la science, qui veut transformer la culture en spectacle. Ça n'est pas possible d'accepter ça, et j'en passe.
Ça n'est pas possible. Et donc, si nous sommes cohérents avec l'antifascisme, si nous sommes cohérents avec la colère sociale, alors notre responsabilité historique, elle est d'unir les forces de gauche et écologistes. Notre enjeu, chers amis, chers camarades, c'est de passer à l'action. Parce qu'on ne va pas faire des réunions, des congrès, des machins, où à chaque fois on se dit, tiens, il faut l'union. Maintenant, il faut s'y mettre. Et ça a commencé le 2 juillet, à l'invitation de Lucie Castet. Nous avons initié le Front populaire 2027. Et moi, je pense que maintenant, le temps est venu de passer aux travaux pratiques. Il faut sortir de nos salles. Il faut parler aux Françaises et aux Français. Il faut dire quel est notre projet. Il faut l'exprimer, il faut travailler. C'est ça notre enjeu aujourd'hui. Et je pense que nous avons des atouts pour le faire. Nous avons des atouts pour le faire et ne pas nous laisser enfermer dans la reconstitution des deux gauches irréconciliables qui est en train de créer une forme de mélancolie de gauche, de cynisme aussi parfois, de ceux qui du coup s'apprêtent à jouer le coup d'après, de résignation qui est en train de gangréner le peuple de gauche qui pourtant veut l'union. Il faut se relever maintenant, il faut se retrousser les manches et il faut dire comment nous allons faire. Et pour dire comment nous allons faire, il faut s'appuyer sur ce qu'a toujours été la gauche, c'est-à-dire sa diversité. Ça fait 200 ans que la gauche, elle est plurielle. Et c'est sa force, c'est sa richesse, c'est sa créativité. Les écologistes font partie de cette histoire aujourd'hui et je m'en réjouis parce qu'il n'y aura pas de solution progressiste sans intégrer en profondeur le logiciel écologiste. Et c'est parce que nous travaillons ensemble, avec nos sensibilités différentes, avec nos cultures différentes, avec nos histoires différentes, que nous allons faire vivre ensemble l'écologie populaire. Et l'écologie populaire, c'est celle qui sait dire combien fin du monde et fin du mois, c'est le même combat. C'est celle qui n'oppose pas les revenus des paysans à la lutte contre les pesticides, ni l'intérêt des habitants des cœurs de métropole à celle des périphéries. L'écologie populaire, c'est aussi celle qui ne repose pas sur un geste plus un geste, sur la critique des modes de vie, derrière laquelle le mépris de classe, en général, n'est pas très loin, mais qui propose des changements structurels, collectifs, capables de rendre la vie meilleure pour les classes populaires et pour l'ensemble de la société. Dans la contestation du productivisme, il y a une quête de sens, une possibilité de nous reconnecter à nos désirs, de nous reconnecter au plaisir, à la joie de vivre, et c'est ce que nous devons incarner désormais. Non pas l'entre-soi, mais la capacité à dire « demain sera mieux qu'aujourd'hui » et nous sommes capables de faire ce changement. Et ce que nous devons proposer aux Français, c'est la société des communs. Parce que la société des communs, c'est une société dont l'État pilote la satisfaction des besoins au lieu d'accompagner la marchandisation généralisée. Et ce n'est pas l'État fait tout, c'est l'État qui pilote, qui organise et qui s'appuie sur les collectivités territoriales, qui s'appuie sur l'économie sociale et solidaire, qui s'appuie sur le mouvement citoyen pour transformer la société. La société des communs, c'est une société qui sait aller chercher l'argent là où il est. En plus, on est bien placés, nous, parce qu'on a proposé avec Eva Stas, je ne sais pas si elle est là, ma collègue dans le groupe écologiste et social, la taxe Zuckman. La taxe Zuckman, elle est très pédagogique. Rien qu'avec cette taxe qui vient chercher ceux qui possèdent plus de 100 millions d'euros, on les taxe à 2%, on a déjà trouvé entre 20 et 25 milliards d'euros. Donc, M. Bayrou, ces 40 milliards, nous, on sait les trouver. Ce n'est pas compliqué. Et d'ailleurs, ils sont en train d'aller chercher l'argent qu'ils ont eux-mêmes dilapidé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. 62 milliards d'euros en moins dans les caisses publiques pour satisfaire les intérêts d'une poignée de privilégiés. Eh bien, nous, il faut qu'on remette à l'endroit ce que la Macronie a mis à l'envers. Une société des communs, c'est le choix de l'école publique. C'est des moyens pour l'hôpital et l'accès aux soins. C'est des caisses alimentaires pour faire vivre le droit à l'alimentation jusqu'à la sécurité sociale alimentaire. Et je veux saluer le travail de mes camarades Charles Fournier et Boris Tavernier sur ce sujet. Une société des communs, c'est une société qui se bat contre le déménagement du monde et pour une politique industrielle. Oui, il faut des barrières douanières face à la mondialisation néolibérale et face à l'offensive trumpiste. Mais je le dis assez solennellement, le protectionnisme, ça ne fait pas une politique de gauche. Nous, ce qu'on veut, c'est la coopération
et la relocalisation de l'économie. Et ça serait bien que face à Trump, on soit capable d'être au clair pour proposer un projet alternatif et ne pas être en miroir avec cette folie de la guerre commerciale généralisée. Une société des communs, c'est investir dans le rail, c'est être capable de promouvoir le ticket climat, c'est encadrer les loyers, c'est lutter contre la spéculation, c'est développer l'habitat participatif, c'est inventer de nouveaux services publics. Il nous en faudrait un, par exemple, immense pour la réparation, le réemploi. Il faut qu'on s'ouvre l'imaginaire. On n'est pas simplement pour conserver ce qu'on a. On veut développer des nouveaux communs. On veut une société des communs qui progresse, pas simplement défendre ce qui existe. Et ça, c'est important qu'on soit perçu comme ça. Pas simplement être perçu comme joyeux et pas pisse-froid, mais aussi être perçu comme conquérant et pas simplement défensif. Une société des communs, c'est aussi une loi anti-concentration dans les médias, parce que ça sera une des conditions fondamentales pour régénérer la démocratie. Sinon, je ne sais pas où on va, à part dans une société dingue, trumpiste, et qui est la négation de la démocratie. Et enfin, la société des communs, c'est celle qui croit, qui défend le droit international. Ça a été dit sur Gaza, et je veux m'associer à cette volonté de regarder en face le génocide et de dire à quel point nous devons prendre des sanctions face à Israël. Mais je voudrais qu'il soit aussi dit un mot des Ukrainiens, parce qu'en ce moment même, l'offensive poutinienne n'est pas acceptable. Il y a bien un agresseur et des agressés, et nous devons à chaque fois défendre les peuples qui sont agressés. Et oui, nous devons être engagés sur le terrain international en cohérence sur tous les combats émancipateurs avec l'autodétermination des peuples en ligne de mire en permanence. Et cette cohérence, pour moi, est un honneur et une responsabilité à gauche. Donc vous m'aurez compris, bien sûr, il faut rejoindre la pétition contre la loi du plomb et continuer ce combat. Il faut appeler à bloquer le pays le 10 septembre. Il faut faire des meetings communs dans toute la France contre le budget Macron, contre le budget Bayrou, enfin c'est les mêmes, tout ça, on les met tous dehors. Il faut être ouvert aux initiatives des syndicats en souhaitant là aussi l'unité. Et il faut que nous soyons capables de dire partout dans le pays ce qu'est notre feuille de route avec le Front populaire 2027. Il faut faire connaître cette initiative, il faut la développer, il faut lui donner de la chair, du corps, de la matière. Et c'est parce que nous parlerons du contenu ensemble, parce que nous serons dans la lutte, parce que nous serons cohérents dans nos votes ensemble, que la confiance va revenir et qu'alors nous pourrons gagner. Je terminerai sur ces mots de Bertolt Brecht. Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu. Alors oui, mettons-nous ensemble, unissons nos forces et demain, nous gagnerons. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup Clémentine. Alors, nous ne sommes pas chez Augustin Trapenard à la Grande Librairie, mais force est de constater qu'il y a eu un certain nombre de promotions littéraires ce soir et que je ne peux pas ne pas faire celle de notre prochain intervenant qui a récemment sorti un livre qui s'intitule « Je reviens te chercher ». Et je vous demande donc d'accueillir le député de Seine-et-Marne et le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure. Merci à toi. Chers amis et chers camarades, merci à toutes et tous de m'accueillir ici. Merci Marine pour cette invitation. Merci à vous toutes et tous qui avez toujours été au premier rang de ce combat pour la gauche, pour l'écologie, et qui avait permis tant de choses. Merci à Jeanne Marseillon qui nous accueille ici à Strasbourg. Et ce n'est pas complètement anodin d'être ici à Strasbourg, capitale de l'Europe. Nous sommes sur un continent, le seul peut-être, même pas peut-être, assurément, qui a su dépasser les blessures de l'histoire, être en mesure de rassembler les ennemis d'hier qui s'étaient affrontés pour organiser autour du droit, de la coopération, de la démocratie,
Un ensemble qui est peut-être critiquable, mais qui a permis ces années de paix, qui a permis aussi de faire en sorte que la réconciliation soit possible. Et puisqu'il a été fort longuement question de Gaza, qu'il a été question de l'Ukraine, eh bien, l'Europe a un message singulier à faire passer, ce message qui est un message de paix, un message de droit, un message de justice et un message que nous devons continuer à porter les uns avec les autres. Si je le dis, c'est parce que le visage de l'Europe, il est celui-là pour moi, celui d'un territoire qui a réussi à installer la démocratie, la liberté d'expression, des droits nombreux pour protéger les populations de tous les grands risques auxquels elles sont exposées. C'est unique au monde, unique au monde. Il n'y a pas un seul territoire au monde où vous pourrez trouver l'alliance entre les droits individuels et les droits collectifs. Ça n'existe nulle part ailleurs. Et nous le devons à un mouvement ouvrier, nous le devons à la gauche, nous le devons aussi à l'écologie qui est venue relancer ce processus pour interroger le capitalisme et faire en sorte que nous puissions avancer. Alors, je ne suis pas là pour dire que ce qui se passe aujourd'hui en Europe est parfait, mais le visage de l'Europe que j'aime, il est celui-là. Et il est celui d'une Europe qui a su s'imposer aussi à certains moments de son histoire et à s'imposer d'abord à ses propres atavismes et à ce qui avait été les démons de sa propre histoire. Mais l'Europe, elle est aussi aujourd'hui avec ce triste visage, ce visage d'une Europe qui n'a pas su résister à Donald Trump, qui n'a pas été en mesure de faire autre chose que d'aller subir la leçon de Donald Trump dans le bureau ovale. Cette Europe qui n'a pas su non plus s'imposer dans le débat au Proche-Orient, qui n'a pas su aller au-delà de l'incantation, qui n'a pas su, même si je reconnais l'avancée du président de la République, qui est prêt à reconnaître un État palestinien. Et nous devons accompagner ce mouvement, mais demander à ce qu'il s'accompagne lui-même d'un mouvement de sanctions, parce que la reconnaissance de l'État palestinien aujourd'hui, ça n'est plus suffisant à un moment où Netanyahou est en train d'organiser lui-même la colonisation de la Cisjordanie et de faire en sorte de rendre impossible la solution à deux États pour laquelle nous nous battons depuis si longtemps. Alors oui, à la reconnaissance d'un État palestinien, mais allons au-delà, demandons, exigeons les sanctions de la France, exigeons un embargo sur les armes, exigeons aussi la suspension de l'accord de coopération entre l'Europe et Israël. Faisons en sorte que s'interrompe ce génocide qui se déroule sous nos yeux et qui est maintenant documenté, et que même le peuple israélien aujourd'hui n'hésite plus à qualifier. Comment l'Europe pourrait-elle être à la remorque de son histoire? Comment pourrait-elle ne pas comprendre que ce qui se joue aujourd'hui, c'est l'histoire d'un peuple, c'est la vie de femmes et d'hommes et d'enfants, mais c'est aussi le droit international bafoué? Comment pourrons-nous demain, à chaque partie du monde qui sera en conflit, comment pourrons-nous encore faire valoir les principes du droit si une grande démocratie comme Israël l'a bafoué et que l'Occident dans son ensemble l'a accompagné dans un droit, dans une inconditionnalité qui n'est plus d'époque et qui ne mérite pas d'être accompagné encore aujourd'hui? Alors oui, nous devons agir et faire en sorte que d'Odessa à Gaza, le droit international soit partout respecté. Un seul poids, une seule mesure, chaque vie compte. Et nous devons en être les garants, parce que sinon nous ne sommes pas nous les garants, personne ne le sera. Nous sommes aujourd'hui sur ce modèle européen menacé à la fois à l'Est et à l'Ouest. À l'Est par l'expansionnisme russe, dont l'inspirateur Soukov explique que cet expansionnisme, ce nouvel impérialisme est contagieux. Et à l'Ouest par Donald Trump, par Milei et par toutes celles et ceux qui aujourd'hui, derrière cette alliance entre l'extrême droite et l'extrême argent, cherchent à imposer de nouveaux canons dont il serait trop long d'exposer ici les principes, mais j'y reviendrai à Blois et vous êtes toutes et tous invités la semaine prochaine à venir à Blois chez les socialistes et j'y reviendrai longuement. Eh bien, face à ces menaces multiformes qui ont
un seul objectif, un seul ennemi, l'Europe, la France, ce que nous sommes, nous, la gauche, les progressistes, eh bien, il y a une guerre qui est en cours. Elle est évidemment une guerre parfois classique, mais elle est aussi une guerre hybride. Une guerre qui cherche à conquérir les cœurs, qui cherche à conquérir les esprits. Une guerre qui est une guerre idéologique et que nous ne devons pas négliger. La démocratie peut basculer. Le climato-scepticisme peut l'emporter. Le séparatisme entre les ultra-riches et les autres peut aussi l'emporter. Le fascisme, sous des formes nouvelles, peut s'imposer. Et chacun ici le sait, puisque tout à l'heure, il était rappelé par Marine le livre « Les irresponsables » de Yoann Chapoutot, que, y compris l'extrême droite peut s'imposer, le fascisme peut s'imposer, y compris sans la violence et sans la force des armes. L'enjeu, c'est donc de produire un espoir qui entraîne, parce que je ne voudrais pas que nous cédions à la facilité. L'espoir n'est pas incarné seulement par la gauche. L'extrême droite exprime et aujourd'hui entraîne aussi une partie du monde. Ce serait une folie que de ne pas le voir, de ne pas voir que d'Argentine aux États-Unis, des États-Unis en Hongrie, d'Hongrie en Italie, et même aujourd'hui en Autriche, en Allemagne, au Portugal, en Espagne, en France, partout l'extrême droite est une menace et progresse. Et donc la question devant nous, c'est de les ramener sur notre terrain, celle d'une république sociale et écologique. Et de ce point de vue, eh bien, nous devons comprendre que les classes populaires ne sont pas simplement à la recherche d'un chaos. Elles sont enseignées par l'histoire et elles savent et elles ont compris que les guerres profitent aux plus riches, que les crises sanitaires profitent aux plus riches, que les crises démocratiques profitent aux plus riches, que les crises géopolitiques profitent aux plus riches, que les crises énergétiques profitent aux plus riches et que le désordre peut être aussi le meilleur serviteur de l'ordre établi. Ils espèrent peut-être encore, peut-être dans la gauche, mais ils savent aussi que l'instabilité peut les rendre plus vulnérables. Et ce que nous devons donc proposer, ce n'est pas le désordre, mais c'est la perspective de la justice. Le 10 septembre, il y aura une mobilisation forte dont chacun mesure qu'elle est à la hauteur, qu'elle peut être à la hauteur de l'exaspération et du rejet du pouvoir actuel. Elle peut être massive. Nous n'en connaissons pas complètement les contours. Ces revendications sont floues, mais nous devons l'accompagner. Notre vocation n'est pas non plus de la canaliser, de la dompter, de l'instrumentaliser, de la soumettre, mais de lui offrir un débouché politique qui ne soit pas celui de l'extrême droite. Le sujet, pour ceux qui défendent le monde du travail, les précaires, les plus vulnérables, c'est toujours le jour d'après. Et il y a une bataille culturelle, politique à mener. Votre intérêt, c'est que la nature de la bataille qui se mènera dès le 10 septembre quitte le champ nauséabond de la droite extrême et de l'extrême droite pour revenir sur le terrain social et écologique. Supprimer l'AME, interdire d'emploi public les doubles nationaux, supprimer le droit du sol, empêcher les mariages avec les conjoints sous OQTF, envoyer les OQTF à Saint-Pierre et Miquelon, ouvrir une crise avec l'Algérie, ça ne nourrit personne, ça ne donne pas de pouvoir d'achat, ça ne réduit pas la dette, ça ne réindustrialise pas le pays, ça n'opère pas la transition écologique, ça ne permet pas l'innovation stratégique, ça ne permet même pas la résolution de la question migratoire. Alors, bien sûr, ici, nous sommes conscients et responsables, pour reprendre le mot de Marine. Personne n'est assez inconscient pour croire que les déficits peuvent s'accumuler et que la dette n'est pas un sujet. La charge de la dette, c'est aussi des politiques publiques qui ne permettront pas de réparer le pays. Encore faut-il que les politiques de réduction de la dette
n'ait pas pour effet précisément de détruire les acquis d'un modèle social gagné par le monde du travail. Et donc, nous devons être, avec ce projet de budget d'une intransigeance totale, ce qui nous a été présenté en juillet, l'a été au lendemain de la clôture de la session parlementaire pour éviter toute forme de censure immédiate. Le gouvernement espérait que le poison infuserait tout l'été et que septembre venu, la contestation faiblirait et céderait à la résignation. Eh bien, Alma, oui, il n'y aura pas de résignation, ni de la part des Françaises et des Français, ni de la part de la gauche et de l'écologie. Rien n'est passé et rien ne sera acceptable de ce projet qui opère 44 milliards d'économies sur les malades, sur les chômeurs, sur les travailleurs, sur les retraités, sur toutes celles et ceux qui n'ont que nous pour les défendre. Et c'est la raison pour laquelle nous serons debout précisément pour les défendre et de faire en sorte que ce projet de budget ne passe pas. Parce que rien ou presque n'a été demandé à celles et ceux qui ont tout. Ce chiffre que je répète semaine après semaine, mais qui pour moi dit tout de ces 8 années au cours desquelles la Macronie a gouverné. Les 500 familles les plus riches de France ont vu leur patrimoine doubler, passer de 600 milliards à 1200 milliards. Et ces 44 petits milliards que l'on demande aux Françaises et aux Français qui n'ont rien, qui ne peuvent rien, qui ne sont rien à leurs yeux, et c'est la raison pour laquelle c'est encore à eux que l'on veut prendre. Eh bien, nous serons là le 10 septembre et les jours suivants pour dire que nous ne voulons pas que ce soit dans leur poche que soient prises encore ces économies. Il y a la taxe Zuckman, il y a tous ces 211 milliards dont nous savons qu'ils ont aussi, pour une large part, été des effets d'aubaine pour les entreprises. L'argent, il existe, mais il n'est pas forcément là où on l'imagine. Je sais que j'ai déjà dû dépasser mon temps de parole, peut-être même largement. Alors je conclus sur les façons de gagner. Et je serai là très bref. C'est simple. C'est simple. Nous savons toutes et tous que l'union n'est pas la seule condition pour la victoire. Mais nous savons aussi que sans l'union, se répétera ce qui s'est déjà passé. Ce n'est pas comme si nous n'avions pas déjà vécu 2017. Ce n'est pas comme si nous n'avions pas déjà vécu 2022. Comme si nous n'avions pas déjà compris que 4, 5, 6 candidats de gauche au premier tour, c'est aucun candidat de gauche au second tour. Et que ce n'est pas possible qu'une troisième fois la gauche soit absente du second tour. Que si elle l'était, alors elle serait une force résiduelle et elle deviendrait inaudible. Et elle n'aurait plus sa place dans le débat politique. Elle pourrait disparaître comme elle a disparu en Israël. Et quand c'est le camp de la paix qui disparaît, la conséquence, ce n'est pas simplement de voir des têtes qui disparaissent, de voir un parti travailliste qui disparaît ou quasiment. La conséquence, c'est que des millions de femmes et d'hommes ont un avenir qui se joue toujours uniquement entre une droite extrême et l'extrême droite. Et ça n'est pas possible, ça n'est pas envisageable. Alors, je sais qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir et qu'il faudra commencer par le projet. D'abord le projet, toujours le projet, parce que c'est sur la base d'un projet que nous pouvons nous unir. Mais je sais aussi que nous devrons être au rendez-vous. Et je vous dis de toutes les forces de ce que je peux représenter, de ce que je suis, de ce que je veux. Si j'ai écrit ce livre que tu as eu l'amabilité de citer, c'était pour dire que je reviens chercher à travers l'image de mon père décédé il y a 3 ans et qui, après avoir longtemps accompagné la gauche, avait rebasculé à l'extrême droite de son enfance. Eh bien, effectivement, je souhaite qu'ensemble, nous puissions aller rechercher les Françaises et les Français, y compris ceux qui n'ont plus d'autre espoir que l'extrême droite, leur dire que c'est une illusion, leur dire que nous sommes là,
leur dire que le temps des grandes conquêtes n'est pas achevé, que nous pouvons encore obtenir de nouveaux droits, que nous pouvons encore faire en sorte que la vie soit plus belle pour le plus grand nombre, pour que la multitude puisse profiter et retrouver, pour faire écho à ce que disait Igor, les jours heureux. Les jours heureux, c'est devant nous, c'est encore possible, mais c'est possible si nous sommes unis. Merci. Merci beaucoup Olivier Faure de ton adresse forte aux classes populaires. Nous serons toutes et toutes présents aux mouvements sociaux de septembre. Je vous propose maintenant d'accueillir notre prochaine et dernière intervenante. Nous la connaissons bien, elle a largement contribué à la bataille contre la loi du plomb, elle est députée de l'Isère. Je vous demande d'accueillir la présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, Cyrielle Chatelain. Bonsoir, merci. Merci d'être encore là. Je sais que ça fait depuis 18h30 que vous êtes assis sur des bancs qui, reconnaissons-le, ne sont pas des plus confortables. Mais comme nous sommes en union et en très bonne compagnie, le temps passe vite. Alors, je sais que ce moment s'appelle « Gagner demain ». Je vous propose de commencer par les victoires d'aujourd'hui. Parce que les victoires de demain, elles se construisent sur les victoires que nous avons arrachées dès maintenant. Et nous avons arraché une victoire conséquente cet été. Ça a été le non-recul et le non-retour de l'acétamipride. C'est une victoire colossale. Et moi, j'ai une question. Qui, parmi vous, a signé la pétition contre la loi du plomb? Levez la main. Si. Deuxième question, qui parmi vous a fait signer la pétition à des collègues, des amis, de la famille? Voilà. Et ben voilà, les victoires d'aujourd'hui et les victoires de demain, c'est vous. C'est toutes ces mains qui se lèvent et qui se disent que même quand on a une épidémie de climato-scepticisme, alors ce mot quand même quand on a une épidémie de droite et d'extrême droite qui nous balance des fake news, qui nous mentent, qui s'appuient sur Bolloré, BFM, eh bien chacun d'entre nous, nous ne nous résignons pas. C'est parce que votre parole, elle est forte, que notre parole, elle est forte et que nous avons gagné. Et j'ai dit, en tout cas j'ai essayé de dire climato-scepticisme, mais il y a bien une raison, parce que la loi du plomb, c'est une loi profondément obscurantiste. C'est la loi, c'est Trump à la française. Et il faut savoir que cette épidémie qui nie la réalité du réchauffement climatique, elle a un très grand représentant dans Monsieur Duplomb. Parce qu'en plus de vouloir donner le cancer à nos enfants, ce monsieur dit le réchauffement climatique a autant d'avantages que de désavantages. Voilà, c'est ça la réalité de Duplomb. C'est qu'en fait, il va falloir qu'ils aillent dire aux agriculteurs qui, cet été, ont perdu leur récolte à cause de la chaleur, que le réchauffement climatique, ça a des avantages. Il faudra qu'il explique aux 2000 pompiers qui ont risqué leur vie tous les jours contre les incendies que le réchauffement climatique, ça a des avantages. Il va falloir qu'il explique à ceux qui crèvent de chaud dans les bouilloires thermiques, qui voient peut-être certains de leurs proches mourir des vagues de chaleur, que le réchauffement climatique, ça a des avantages. Eh bien, contre ces personnes-là, aujourd'hui, nous arrivons à arracher des victoires, alors même qu'ils ont avec eux le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement, les chaînes de télé. Eh bien, nous réussissons à gagner. Duplomb, c'était un exemple, mais ce n'est pas le seul. Le deuxième exemple, eh ben, c'est les PFAS. On l'oublie un peu vite, mais je pense qu'on peut s'applaudir. Les PFAS, on a gagné. Et c'est pas rien, c'est une loi aujourd'hui et maintenant. On peut dire aussi la taxe Zuckman. Certes, le chemin n'est pas fini, mais on a gagné. Ils n'en voulaient pas et on a gagné. On peut parler aussi de la changement de la définition du viol pour enfin mettre la question du consentement. On a gagné, c'est un texte de loi. Et si on a gagné, c'est parce que vous êtes là,
mais c'est aussi parce qu'on est unis. Parce que oui, la question politique, elle est aussi une question arithmétique. Si on n'a pas 192 voix, si on n'a pas l'ensemble des groupes de gauche qui travaillent ensemble, qui votent ensemble, qui aussi parfois arrivent à... Alors, il faut imaginer la scène, on a Éric Ciotti qui veut empêcher les personnes qui n'ont pas de papier ou qui sont en demande de renouvellement de titre de séjour, j'imagine que malheureusement vous n'en connaissez, de ne pas pouvoir se marier. C'était ça un texte qui était passé au Sénat et qui pouvait devenir une loi. Eh bien, c'est toute la journée que tous les groupes de gauche, eh bien, on se serre la main, on se serre les coudes, et à la fin de la journée, ce texte-là, il n'est pas passé, et ça aussi, c'est une victoire. Eh bien, moi, je crois qu'aujourd'hui, sur scène, et c'est pour ça qu'on est bien, on a toute la gauche. Et que ces victoires-là, ces victoires d'aujourd'hui, elles sont là parce qu'il y a toute la gauche. Et que les victoires de demain, on les construira parce que nous serons toute la gauche ensemble réunis. Alors je sais que c'est un pari qui paraît un peu fou, mais j'ai écouté les interventions. J'ai entendu la même crainte, j'ai entendu la même peur, l'arrivée au pouvoir de l'extrémisme, la question de la résignation, la question du mépris qui est en train de s'infiltrer effectivement sur tous ces gens qui sont écrasés par les lois macronistes. Cette puissance qu'a le Rassemblement national, je l'entends. Oui, effectivement, le Rassemblement national est en train de chasser en meute. Enfin, on va le dire. Ils sont en train de... Et on le sait, par exemple, si on prend la France insoumise, on a des collègues qui sont menacés de mort par l'extrême droite. Sandrine Rousseau, notre collègue, les menacée de mort. Sabrina Sebaï, elle reçoit des lettres de haine. C'est ça, aujourd'hui, le Rassemblement national contre les élus de la République. Mais c'est aussi les attaques contre les plannings familiaux. C'est aussi les attaques et les insultes constantes de toute une partie de la population. C'est des personnes qui viennent me voir en disant « Ma mère, elle a 90 ans. Elle vit en France depuis des années. Aujourd'hui, elle s'est fait insulter à la caisse d'un supermarché parce qu'elle portait le voile. C'était jamais arrivé. Je n'en peux plus. C'est des gens qui ne comprennent pas pourquoi leur pays, ce pays dans lequel ils sont si longtemps, leurs collègues avec qui ils bossent depuis 20 ans, d'un coup, leur ressortent ce racisme. Eh bien oui, on a aujourd'hui une droite et une extrême droite qui chassent en meute. Et moi, je le dis, quand ils chassent en meute, l'union, c'est notre protection. Et c'est peut-être pas une force propulsrice, mais c'est déjà et avant tout cette solidarité qui crée une protection. C'est déjà dire, s'ils t'attaquent, nous répondrons et nous serons là avec toi. Tu veux aller faire campagne, tu as des craintes, nous serons avec toi. Nous viendrons tracter, coller, nous viendrons donner du matériel. Parce que oui, cette question de l'union, c'est pouvoir résister face à cette vague obscurantiste. Alors comment on gagne ? Ben, je vais vous le dire, on gagne déjà en continuant ce qu'on sait faire. Ils ont les médias, mais nous aussi. Vous les connaissez, tous ces médias indépendants. Abonnez-vous, diffusez leurs informations. Nous avons des contre-médias extrêmement forts et extrêmement puissants. Première chose. Deuxième chose, je crois qu'il y a des tracts, et je sais que tous les partis en font, l'inscription sur les listes électorales. Nous avons une élection extrêmement importante cette année, c'est l'élection municipale. Si jamais nous n'étions pas à la hauteur et que nous perdions en 2027 et que l'extrême droite ou la droite ultra-radicale de Retailleau venait à gagner, ces municipalités, ça sera notre fort de protection. Ça sera les endroits où on aura encore un espace républicain. Alors oui, il faut aller demander aux gens de s'inscrire sur les listes électorales et il faut gagner les municipales pour toute la gauche et pour tous les progressistes. Ça, c'est la deuxième chose. Et enfin, la troisième chose, c'est, et je sais que c'est le plus dur, parce que c'est partout, parce qu'il y a Trump, parce qu'il y a la Hongrie, parce qu'il y a Mélanie, parce que Le Pen, elle a l'air forte et qu'on se dit, purée, comment on va y arriver ? Comment on va y arriver ? Mais en fait, il ne faut pas nous sous-estimer, il faut arrêter de les surestimer. Premièrement, elle est condamnée. Marine Le Pen ne peut pas se présenter à la présidentielle. Elle a volé les Français. Et il y a des nouvelles enquêtes en cours sur Jordan Bardella. Ce sont des corrompus. Nous devons leur rappeler tous les jours, rendez l'argent aux Français. Commençons par le début. Deuxième chose, à un moment, l'hypocrisie, ça va finir par se voir. Ils ne vont pas pouvoir d'un côté aller expliquer aux MEDEF qu'ils ne toucheront pas leurs privilèges et de l'autre expliquer à leurs électeurs que bien évidemment ils feront la retraite à 62 ans. Il va falloir qu'ils sortent de l'ambiguïté. Ils ont réussi
jusqu'à présent. Mais dès les législatives, ça a commencé à craquer. Il y a vraiment, cette hypocrisie, elle va tomber et nous ne devons jamais les lâcher. Le Rassemblement national, c'est un mensonge social. C'est un discours populiste qui exploite la peine et le travail des gens pour faire venir l'extrême droite au pouvoir. Et donc oui, c'est un moment, ça va céder et ça va se voir. Donc parce que je sais que ça fait longtemps et que je vois que la nuit commence à tomber, je veux juste vous redire combien je veux que vous repartiez avec cette idée. Ne vous sous-estimez pas. Des solutions, nous en avons. Quand le gouvernement a perdu 70 milliards d'euros en 1 an et demi, nous, on est capable de faire rentrer 15-20 milliards par l'attaque Glusman. Ne nous sous-estimez pas parce que peut-être qu'ils ont l'air forts, mais nous aussi, nous sommes forts. Et nous avons ce travail qui se fait pour maintenir l'union et pour avoir des victoires. Alors, c'est difficile, mais on est là, on serre les coudes. Et notre solidarité, notre combativité, c'est déjà ce qui, demain, construira nos victoires et les fera reculer. Reste là, Cyrielle, parce que je vais appeler Marine, après je vais vous appeler. Voilà, c'est vrai que je voulais pas tout dire. Merci beaucoup, Cyrielle. Je vais appeler Marine, qui va faire le mot de conclusion. Voilà, très court, très court. Très court. Je suis vraiment désolée pour ceux qui pensaient qu'il y aurait des grands absents. Je suis vraiment désolée pour celles et ceux qui pensaient qu'on s'embrouillerait. Moi, j'ai noté dans chacune de vos interventions ce soir une volonté de convergence, de souligner vos accords avec les autres intervenants, de construire des ponts plutôt que des murs. Et j'en étais très touchée, je vais vous dire, j'ai trouvé ça beau. Vous aussi ? Et ben voilà, je vous ai dit tout à l'heure que j'y croyais. Je crois pouvoir vous dire que j'y crois encore plus. Et donc, je vais appeler tous les intervenants à monter sur scène, les membres du bureau politique, les parlementaires, ceux qui restent. Vous venez. Pas trop. On a failli la casser tout à l'heure. Oui, en plus. Aminata, Samia, qu'on remercie beaucoup aussi pour leur intervention, parce que l'escalier était très dangereux, vous avez vu, mais eux l'ont monté quand même beaucoup.